Bien le bonsoir. L'avantage de passer un peu tard, c'est que presque tout a été dit, donc on peut se consacrer au reste. La question qui nous est posée, c'est que faire? Et en réalité, la question qui nous est posée, c'est comment le faire? Donc on a entendu plusieurs propositions aujourd'hui sur lesquelles je vais revenir, notamment dans la table ronde précédente, mais aussi avec ce qu'a dit Wissam juste avant. Donc déjà, une question dans le comment faire, c'est parce que Frédéric a dit quelque chose moi, qui m'intéresse, mais je le regarde d'une perspective d'un Français caribéen, donc d'un Français à 8000 km de l'hôpital dont tu parles, qui n'a peut-être pas le même hôpital du coup, dans la fameuse continuité du service public français fantasmé, mais pas réel. À partir de quelle histoire on converge? Donc le comment faire, c'est à partir de quelle histoire on converge. Et alors du coup, une question moi, qui me plaît beaucoup dans ce que Frédéric Lordon a proposé, c'est cette question des affects. Et non, à partir de quelles histoires on converge, c'est aussi ce qui va fonder les affects qu'on va convoquer et qui vont être mis peut-être sur une espèce de table commune comme ça. Encore faut-il en connaître un certain nombre d'affects qui sont des affects, s'ils ne sont français, ce qui est un peu plus difficile pour moi de m'inscrire dans cette question française en tant que Guadeloupéen, mais en tout cas dans notre rapport à la France, on va dire. Il y a la question du point de vue sur l'histoire. À partir donc de quelles histoires on converge et à partir de quel point de vue sur une scène on converge. Tout à l'heure, M. Boulot disait qu'il ne pouvait pas vraiment trancher sur le fait que la police est raciste. Moi, je le sais. Et moi, je le sens. Et c'est important si je dis « moi, je le sais » et « moi, je le sens », parce que là, je convoque un premier élément de l'affect qu'on va mettre en jeu à partir de 2005, c'est ce que le corps sait déjà et qu'il va falloir apprendre à savoir de nouveau. Ce que j'appellerais vraiment une question d'une politique décoloniale ou un point de vue indigène sur la question politique, ce que le corps sait déjà, mais ce qu'il va falloir savoir de nouveau, et donc avec un horizon de le savoir ensemble. Donc moi, je sais déjà, en fait, que la police est raciste. Et j'ai même pas besoin de me dire que les agents de police ont besoin d'être racistes pour que la police soit raciste. C'est absolument pas le même sujet pour moi. Je sais qu'il y a une nécessité du racisme de la police comme une nécessité structurelle du racisme de l'institution française qui n'a rien à voir avec les personnes qui sont les fonctionnaires, en fait, de ça. En fait, c'est vraiment une question totalement différente. Et je crois qu'un point de convergence auquel je vais revenir tout à l'heure, le point de convergence entre les Gilets jaunes et ces émeutes de 2005, c'est cette même chose-là, de finalement déjà le savoir parce qu'on le sent. Tu le sens pourquoi? Parce que quand on utilise des armes de guerre contre la population française, en fait, avec les Gilets jaunes, c'est une expérience qui va être nouvelle parce qu'on les utilise à un endroit où on ne les utilisait pas. Donc ça faisait très longtemps qu'on les utilisait en réalité sur une autre catégorie de corps. Et donc il y a un espèce d'événement gilet jaune qui est quelque part une entrée dans une espèce de connaissance par le corps qu'il y a un régime de violence qui est intrinsèquement nécessaire, mais qui n'est pas toujours activé selon les niveaux de crise dans lesquels on est. Effectivement, moi je pense que les gilets jaunes, c'est un accident fatal au système dans lequel on est, parce que c'est une chose qui ne devrait pas arriver. Alors que finalement, cette violence-là exercée sur les corps indigènes est une chose qui doit arriver, qui est un fonctionnement en fait. Là, avec les gilets jaunes, il y a une forme de débordement de ce qui doit arriver en général pour que ça fonctionne, vers un endroit de crise qui oblige à étendre l'endroit et le corps sur lequel ça doit arriver. C'est à ça que je voudrais en venir. Et c'est là-dessus, je crois, qu'on peut converger. Alors du coup, la question des affects de déjà savoir. C'est là aussi la question des dates. Et tout à l'heure, en fait, on a parlé, très justement, Satis a parlé, on ne peut pas parler de 2005
sans venir sur 1992, sans venir sur effectivement le programme d'austérité de la gauche de 83. Il va tracer une espèce d'un ensemble de points qui nous mènent à celui-là. Moi, évidemment, avec 2005, je mets d'autres points. Et c'est ça, en fait, qui va être l'endroit de partage. Moi, évidemment, 2005, ça arrive 10 ans après 1995, où je suis un jeune travailleur en grande banlieue. Et 1995, c'est les grandes grèves, les dernières énormes grèves françaises qui sont un objet de fantasme libidinal d'une certaine gauche, parce que c'est le moment où on va bloquer le pays. Bon, moi, je travaille en grande banlieue en tant que travailleur non blanc, et 95, je l'ai à travers la gorge, parce que c'est pas un moment où je vais rencontrer dans les rues de Paris en allant en vélo, au boulot ou en marchant, je peux pas travailler. Et je suis travailleur indépendant, je ne suis pas salarié. Et donc, c'est un moment, en fait, un épisode important pour le pays, mais dans lequel on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait concerné dans la précarité dans laquelle on vit. Et donc, 2005, par contre, à l'inverse, on se sent hyper concerné, là où, effectivement, d'autres personnes ne sont pas concernées. C'est-à-dire qu'il y a un moment de désynchronisation. Et pour pouvoir resynchroniser des histoires désynchronisées, encore faut-il connaître ce que sont les précédents. Quel est le précédent de 2005 dans une perspective indigène? Ce n'est pas 1992 et ce n'est pas 1983. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que quelque chose va se tisser dès lors qu'on va connaître d'autres généalogies. Donc la première chose que je pose, le point numéro 1, c'est pourquoi célébrons-nous les émeutes 20 ans plus tard? Parce qu'on les poursuit. On les célèbre parce qu'on les poursuit. Parce que ce point-là de 2005 est lui-même une montée en intensité d'un continuum partiellement invisible pour la société française. Donc le deuxième point, c'est la question de l'irruption ou de l'événement contre l'idée de répétition. Moi, en 2005, pour moi, et je le sais et je le sens, 2005 est la répétition du meurtre de Kader à Vitry-sur-Seine en 1981, mais aussi de mai 67 caché sous mai 68, de 1870 en Martinique, caché sous 1871, de 74 en Martinique. Ce 2005 est une répétition d'événements précédents comme des répliques tectoniques dans un séisme. Et nous, on en connaît quelque chose de cet effet et du volcan et du séisme. Il y en a un, il y en a deux, et puis après, c'est le bon. 2005, ce n'est pas une apparition depuis nulle part, comme la télévision française va l'annoncer. Pour nous, on le sait et on le sent, que c'est la répétition et l'accumulation de précédents, et tout d'un coup, le moment où l'irruption devient possible. C'est-à-dire, c'est le moment de visibilité d'un continuum historique invisible. Et donc, ce qu'on continue de 2005 à 2025, c'est le travail de ce continuum qui doit avoir des répliques visibles à des moments clés. Si le 16 novembre on manifeste, c'est quelque part qu'on continue à faire des répétitions de ces moments-là. C'est-à-dire qu'on rejoue encore et encore des scènes de possibilités d'action que le corps a enregistrées et qui se reproduisent. Et le corps n'enregistre pas que les traumas, il enregistre aussi les énergies de la possibilité. Donc cette question-là de dire 2005 n'est pas un événement inédit qui apparaît, mais la répétition d'un ensemble d'événements qui vont être des événements aussi indigènes et pas que des événements dans la grande histoire française qui va marquer donc l'affect national dont on a parlé avant, toutes les autres histoires qui sont ignorées de l'affect, mais qui, à un moment de l'émeute, pour des personnes noires ou arabes, comme quand on va dire le 8 mai 45 à un Algérien, ce n'est pas la libération de Paris. Il y a un autre événement en dessous de l'événement. Et c'est là que ces désynchronisations-là, elles passent par un endroit qui est essentiel pour moi. Je l'ai malheureusement pour moi écrit en 2006, j'ai eu quelques soucis avec ça, de dire l'émeute, c'est un lieu de savoir. Et donc, prendre l'émeute, non pas uniquement comme un mouvement musculaire, mais un endroit à la fois de savoir, de transmission et de nécromancie. Dans l'émeute, on apprend à lutter avec nos morts.
Et donc, apprendre à lutter avec ces morts, c'est le moment de l'émeute qui nous permet. Parce qu'on répète sans cesse une histoire qui a existé, mais on n'abandonne pas nos morts. On construit une armée des vivants et des morts à travers l'émeute, à travers ce rituel-là. Ce n'est pas un rituel qui peut complètement être décodé avec les outils en fait du marxisme. Ça le dépasse puisque viennent converger des traditions qui sont aussi des traditions non occidentales qu'il faut savoir accueillir pour reconfigurer cette tradition agrandie, monstrueuse, et que moi j'appelle la tradition du délire. Puisqu'en fait, là on l'a dit avant, les affects de la droite extrême et les affects de la droite néolibérale conservatrice ont changé de régime. Trump ouvre la séquence du délire conservateur. Et quelque part, l'une des réponses à ça, et ça, moi, je reprendrai pour, comment dire, les textes du penseur Mark Fisher. Et Mark Fisher dit on vit dans un réalisme qui est en fait le capitalisme. Et pour dépasser ce réalisme-là, lui, dans ses travaux, s'est beaucoup intéressé à la question psychédélique, en lui redonnant de la valeur, en enlevant tout le folklore qui entoure la période des années 60-70, et s'est dit le psychédélie, c'était une manière de rompre ce qu'on appelait le réalisme. De nouveau, pour moi, l'émeute, dans son geste radical, c'est un investissement du corps qui est quelque part paradoxal, que j'avais appelé à l'époque sorcier, puisqu'en fait, il mêle vitalité et morbidité. C'est un moment, en fait, où on met le corps en capacité de faire des choses qu'il ne devrait pas faire, qui sont aussi des zones de danger. Pour mémoire, une émeute, quand on est non-blanc, c'est sa vie qui est en jeu. Ce n'est pas le comité invisible qui va nous faire un livre. C'est la vie qui est en jeu pour de vrai. C'est directement la vie, sans raccourci et sans préface. Troisième point qui suit celui-là, il est donc nécessaire de nommer l'émeute, c'est-à-dire requalifier l'émeute comme lieu de savoir, lieu de transmission, lieu de transformation. Pourquoi ? Parce qu'en 2006, quand j'organise un débat, donc on est en Seine-Saint-Denis à l'époque, dans un lieu que je dirigeais à l'époque qui s'appelait l'Espace Chiasma, se rencontrent donc des jeunes, et d'ailleurs on rigole à l'époque parce qu'il y a des types qui ont jusqu'à 40 ans et qui disent nous on est les jeunes des quartiers, parce que tu es coincé dans une espèce de jeunesse éternelle en étant des indigènes, et je me rappelle qu'on avait beaucoup rigolé, c'est-à-dire le politique il dit bon vous les jeunes, il dit bon moi j'ai des enfants, j'ai 40 ans, bon ça... Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de blocage dans cette jeunesse. Et donc, ce qui est concédé lors de cette rencontre avec des représentants du département de la Seine-Saint-Denis, qui à l'époque étaient encore communistes, c'était qu'il s'agissait bien d'un événement proto-politique. Donc avec proto plus gros que politique. Donc là, on est un peu dans le balbutiement, dans la parole de l'enfant, dans le rapport inarticulé de la politique. Et quelque part, il s'agissait donc d'entraîner une population indigène vers un désir de respectabilité. Nous, on a envie de parler comme vous. Et l'émeute est un endroit fascinant parce qu'il refuse ça. En fait, c'est un refus de la respectabilité, puisque l'émeute, en fait, met en action la politique sans qu'il y ait un précédent d'un discours construit. L'émeute est sans slogan et sans revendication et se refuse à le faire. Cette politique du refus, qui est constitutive des traditions radicales noires notamment, est pour moi une part manquante de la politique française aujourd'hui. Il faut comprendre que le refus qui est dans l'émeute, c'est la question de dire les conditions ne sont pas réunies et en fait, vous n'êtes pas notre modèle. C'est extrêmement important de dire ça. Vous n'êtes pas notre modèle parce qu'il n'y a pas de modèle de l'humanité, ou en tout cas, pas une humanité qui produit des génocides ne peut pas être le modèle de ceux qui ont été déshumanisés. L'émeute est donc l'endroit du refus du modèle, en fait, et donc du modèle politique avec. Donc il faut raccommoder un modèle d'humanité, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, mais en fait un modèle sans modèle. Le moment où on se retrouve, personne n'est le modèle, on ne suit personne, on ne converge vers personne, on va à la recherche par différents chemins d'humanité. Donc ça, c'est une chose qui me semblait assez importante, parce que quelque part, l'émeute pour la population indigène, c'est la sortie d'usine. Et dans la sortie d'usine, ce n'est pas que le discours politique qui joue, c'est l'effet corporel de la masse. En fait, à un moment donné, quand on sort de l'usine, le sentiment de puissance, quand tu étais dans la sidérurgie, dans le sentiment de puissance, mon père a été un travailleur à l'usine, c'est quand tu sors de l'usine,
il y a un moment là où quelque part quelque chose se passe dans le corps de dire il y a une puissance. Donc il y a un sentiment de puissance retrouvé, mais qui n'est pas complètement articulé sur des logiques de verbal et qui ne cherche pas en fait à le faire. Donc l'émeute reste dans cet endroit de l'intraduisible, qui est un endroit extrêmement intéressant du politique aujourd'hui et qui est pour moi un angle mort en fait des politiques de la gauche. Enfin, et je vais finir par 4 petits points sur les particularités, des sous-points, oui, Sam, des sous-points. Des sous-points, et il y aura le déclinisme. Non, j'y vais vite. J'arrive. Ouais, non, on va pouvoir le faire. Dans cette politique insurrectionnelle indigène, il y a effectivement des conditions singulières à comprendre. L'une d'entre elles, et qui est peut-être, à mon avis, pas du tout, saisie, et qui est un endroit de partage, c'est la pression qui est mise sur les populations indigènes par ce qu'on appelle les politiques de respectabilité, qui viennent à la fois de l'institution et de la famille. Puisqu'en fait, chez nous, l'État, il est à la maison. L'État, il est à la maison. C'est la voix de nos pères, c'est l'État qui nous parle, Et d'ailleurs, l'État somme nos pères de nous parler comme l'État. C'est-à-dire que, quelque part, de rompre le rapport affectif qui nous relie pour être la police à la maison et nous dire ce qu'on doit faire. Et donc là, quelque part, le geste émeutier est aussi un geste qui fracture dans les familles la présence quasiment des vigiles à la maison, à travers les figures des pères, qui et des mères, pour garder leur place en tant que parents, vous voyez bien comment les indigènes sont visés familialement dès qu'il y a un problème, on a mal élevé ses enfants, donc quand on veut prouver en tant que mère et en tant que père qu'on est des bons parents, et comme par hasard, c'est qu'une partie de la société qui doit le prouver, quand on doit le prouver, on doit faire la police à la maison. Il faut vous occuper de vos enfants un peu. Et donc cette question de la police à la maison, quelque part, l'émeute rompt ça, rompt à la fois la demande de respectabilité de l'institution, de l'école notamment, pour les gens qui sont de deuxième génération, qui ont été à l'école. Moi, je suis le premier à avoir été à l'université de ma famille. Donc, quelque part, on rompt un espèce de pacte de progresser dans la société et on le rompt familialement. Donc, c'est un effort politique énorme qui est demandé. Donc, pour moi, l'émeute, effectivement, est un risque interne à la communauté d'être le mauvais exemple, de jeter la mauvaise image sur la communauté. Il ne faut jamais perdre ça de vue, parce que ce n'est pas du tout une chose qui se passe dans la partie blanche de la société. C'est vraiment l'idée qu'il y a un poids de l'engagement radical qui est double et qui va à l'encontre des affects les principaux dont on a parlé au tout début de cette rencontre, les affects de faire famille et d'être avec ceux qui nous ressemblent. On peut être en rupture en le faisant, et moi, en ayant défendu l'émeute à cette époque-là, ça a été aussi des ruptures internes de nos groupes les plus proches. Ensuite, et ça va avec, c'est un corollaire, être avec l'émeute, c'est ce que j'appelle une solidarité criminelle. C'est-à-dire qu'au lieu de se dédouaner, au lieu dans une politique de l'innocence, écoutez, j'ai rien fait, c'est considérer que de toute façon, en étant criminalisé, il faut assumer des solidarités qu'on vit aujourd'hui sur les personnes qui n'ont pas de papier, c'est une solidarité qui est criminalisée et qui devient criminelle. Ce qui nous débarrasse du point suivant, effectivement, qui est la politique de la pureté. C'est-à-dire, il faut se salir les mains. La convergence, elle se fait avec des gens qui sont prêts à se salir les mains. Il faut se salir les mains. J'en prends pour exemple Clémentine Autain, qui, elle, en 2023, excusez-moi, je prends un exemple, j'aurais pu en prendre un autre, mais celui-ci, c'est cadeau. Des fois, on nous fait des cadeaux. Tout à l'heure, Frédéric, il lisait, il y a un cadeau. Alors, le cadeau que nous fait Clémentine Autain, c'est qu'elle nous dit, voilà, 2023, moi, je vois des mecs masculins contre des mecs masculins se battre. Un résumé pareil, moi j'ai dit, Clémentine, tu n'as pas écouté la leçon depuis 20 ans. On a publié des choses, il y a eu des émissions, il y a PDH, tout ça. Tu avais tout à fait le loisir d'écouter un tout petit peu ce qu'on avait à raconter. Et là, moi, c'était dingue comme le sentiment que toi, tu as droit de ne pas travailler. Donc tout le monde doit travailler, mais toi, tu n'as pas travaillé. Tu peux ne pas être d'accord et donc exprimer un désaccord, comme on doit en exprimer entre nous, mais là, c'est pas ça. C'est le mauvais élève, quand même, de la classe moyenne bourgeoise. T'as rien fait, t'as fait ta disserte la veille, c'est pas bien, on peut pas te noter correctement. Donc Clémentine, non, tu peux pas en fait dire, il y a des hommes d'un côté, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des hommes tout du long, puisqu'en fait, les termes sur lesquels vont se battre Chevènement et Sarkozy, c'est celui qui a inventé Sauvageon. Donc il y a un droit d'auteur comme ça entre les
deux, mais il ne s'agit pas donc d'hommes comme ça. C'est pas le patriarcat qui combat le patriarcat. Désolé Clémentine, ce serait tellement facile si c'était ça en fait. On pourrait presque tous être d'accord. C'est pas ça. C'est en fait, il y a des gens qui ne sont pas considérés comme des hommes et des gens qui ont une impunité, une violence légale à exercer. Ce qui me semble pas tout à fait être comme un combat de MMA à 1 contre 1, quoi. C'est un tout petit peu plus déséquilibré. Et surtout, si tu vois pas à l'intérieur de ça toutes les couches de ce qu'on a essayé de faire depuis 20 ans pour dire non, ce n'est pas une situation symétrique. Non, il y a une asymétrie. Et cette asymétrie-là, elle est construite, elle est produite. Et notre synchronisation des luttes, elle devra considérer ces asymétries. Si elle ne le fait pas, elle n'y arrivera pas. Et cette asymétrie, elle n'est pas impossible à résoudre, mais on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, en fait. Et là, je revenais un peu dans les propos qu'a dit Frédéric par rapport à l'article dans Contretemps. C'est pareil. On ne peut pas faire les idiots, quoi. Il y a des choses qu'on doit savoir pour pouvoir les dépasser. Si on ne veut pas les savoir, on ne peut pas aller plus loin, en fait. Donc là, il y a une obligation. Et cette question de la pureté, elle est importante. Pourquoi ? Parce que par excellence, l'émeute, c'est l'événement politique impur. On aura beau raconter des bobards, le magasin de téléphone du Bangladeshi d'à côté, il aura été cassé et pillé. Hein. Désolé, moi, à Pantin, là, bon, tu sors à 4 chemins après 2023, bon, il n'y a pas que des trucs bien. Donc c'est l'événement politique impur, mais qui nous permet de nous dire qu'on va devoir travailler dans une situation impure. Ce n'est pas l'événement impeccable. C'est Clémentine Autain, elle cherche l'événement impeccable. Elle cherche comment je peux garder les mains propres en étant à chaque fois... Et donc, le critère par rapport aux Palestiniens, c'est les mains propres. Le critère par rapport... Les mains propres. Donc, si tu as tout le temps les mains propres, tous les sujets peuvent être traités de la même manière, en fait. C'est que finalement, le souci que tu as, c'est de dire quelque chose qui est mesuré. Tu mets la balance entre l'armée israélienne et la population de Gaza. C'est un peu la même truc. Hein. C'est des mecs qui sont en train de se battre les uns contre les autres. Quoi. C'est encore le... Non, mais on pourrait faire la même. Quoi. A priori, voilà. Et le Hamas nous sert à être l'autre mec, quoi, tu vois. Et donc, ces symétries-là, en fait, elles n'ont pas pour objet notre sujet, donc dans quoi on va mettre les mains pour pouvoir travailler ensemble. Il y a des gens qui veulent garder les mains propres, donc ils vont nous laisser en dehors et ils vont juger que c'est un peu trop ci, c'est un peu trop ça. Non, non, effectivement, l'impureté de l'émeute nous aide comme événement impossible à ramener complètement du côté parfait au niveau radicalité politique. On aura quand même brûlé la voiture du voisin qui a trimé pour l'avoir, sa voiture. Il faut le dire, il ne faut pas dire n'importe quoi. On n'a pas été... voilà, on n'a pas fait... Et donc là-dedans, cette impureté, elle nous aide. Et enfin, donc cette question, je conclue avec cette question de la politique, de la visibilité et de la rencontre. Effectivement, à un moment donné, l'émeute, qui est un événement proprement innommable, assez indescriptible, un peu irréductible, résiste en fait à l'offre qui est faite à la population non blanche française de dire votre seule issue de secours politiquement, c'est la visibilité. C'est les politiques néolibérales en disant en fait, on va vous mettre en avant, on va vous valoriser, on va montrer qu'il y a des stars, il y a des footballeurs. Quelque part, l'endroit de l'émeute, c'est l'endroit qui résiste à la possibilité d'en faire un objet visible, donc consommable, consumable. Il y a quelque chose d'irréductible là-dedans. Et c'est ça qui me semble être très intéressant. Et c'est ça qui me semble être un endroit de l'émeute qui nous permet quelque part de se dire le travail qu'on a à faire, c'est de converger autour d'un objet impur, un objet irréductible, un objet intraduisible, un objet qui convoque aussi la question du corps. Et là où les Gilets jaunes ont déjà convergé avec l'émeute, c'est que quelque part, en fait, l'injustice qu'ils vivent, ils la savent et ils la sentent. Merci.